Le président de la République fait face à une nouvelle polémique suite à des clichés, des selfies pris sur l'île de Saint-Martin avec d'anciens braqueurs, un caillou de plus finalement dans la chaussure du chef de l'État, mais dont l'opposition a du mal à se saisir alors qu'approchent les européennes. Et tout de suite après, les municipales, on en parle aujourd'hui avec notre invité, Philippe Goujon, maire du 15e arrondissement de Paris et patron de la fédération de la capitale du parti Les Républicains. Philippe Goujon, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous avez vu ces clichés Pas mal de responsables politiques se sont émus de voir ainsi le chef de l'État à côté d'anciens braqueurs, dont un jeune qui faisait un doigt d'honneur. Quel sentiment ça vous a inspiré? Moi, je me pose la question de savoir où est passé le président jupitérien qui voulait restaurer la fonction présidentielle après qu'elle ait été tellement abîmée sous le quinquennat précédent. Ça abîme la fonction présidentielle, voilà, bien sûr, ça abaisse la fonction présidentielle. Je crois que ça humilie aussi la jeunesse antillaise, qui ne méritait pas ça. Et en plus, ça occulte les problèmes de fond, parce que finalement, qu'est-ce qui était l'enjeu de cette visite, de ce déplacement? C'est la reconstruction des Antilles, tout particulièrement. Alors oui, la proximité ne signifie pas vulgarité, d'autant plus que cet incident vient après d'autres épisodes du même type. Et on passe quelque sorte d'un excès d'arrogance, parfois, du président jupitérien, à cette fois-ci un excès de copinage inapproprié. C'est dommage. Il manque de mesure pour vous. C'est soit un excès de proximité, soit un excès de hauteur. Je crois qu'il faudrait se remettre dans l'image du président qui assume son rôle de président de la République. Très bien. Mais finalement, ce qu'il y a derrière ce cliché, c'est assez intéressant. Il y a quelque chose de très politique, puisque quelle a été la réponse d'Emmanuel Macron suite aux critiques de ces clichés? Il a tout de suite montré du doigt Marine Le Pen. Marine Le Pen qui incarne l'extrême droite, qui n'incarne pas le peuple. Finalement, à chaque fois qu'une polémique, un débat arrive, Emmanuel Macron met beaucoup d'efforts à polariser le débat entre lui et le Rassemblement national, Marine Le Pen. Est-ce que ce n'est pas un peu étouffant pour vous? C'est pas que c'est étouffant, c'est que c'est un piège grossier dans lequel, je pense, ni l'opinion publique, ni les partis politiques doivent tomber. Il essaye d'installer une rivalité, un face-à-face unique entre lui et les extrêmes. D'ailleurs, vous avez vu que parfois il met en avant et même en exergue, et c'est leur avantage, l'extrémisme de gauche et puis l'extrémisme de droite. Mais c'est ça qui est dangereux, je crois, pour notre démocratie, pour notre République, c'est qu'il y a des partis de gouvernement et c'est ceux-là qui l'ignorent de façon à pouvoir se maintenir. Alors que le danger, c'est qu'en cas d'échec de la politique actuelle, eh bien, on se retrouve avec les extrêmes. D'accord. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces polémiques, finalement, l'opposition n'arrive pas à s'en saisir. Il y a eu cette question de Gérard Collomb, qui lors d'une interview, a expliqué qu'il allait quitter le ministère de l'Intérieur. Qu'est-ce que vous pensez, vous qui connaissez très bien ces thématiques de sécurité publique, pour vous, est-ce qu'un ministre peut dire comme ça, d'entendre moi, je repartirai à Lyon? Est-ce que c'est à la hauteur de la fonction? Bien sûr que non, et certainement pas le ministre de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur étant sans doute celui le plus difficile à tenir avec celui des Finances. Donc si Gérard Collomb veut partir à Lyon, qu'il parte tout de suite. On ne peut pas continuer avec un ministre qui est en transit, qui a déjà fait ses valises, alors que nous sommes dans une situation extrêmement difficile sur le plan de la sécurité. On le voit tous les jours. Les événements dramatiques ne manquent pas, et en plus, dans un pays qui est en guerre avec le terrorisme. Et c'est une situation qui vous inquiète? Qui m'inquiète, et de voir aussi plusieurs ministres dans d'autres secteurs de compétences penser aussi avoir la tentation de Lyon pour Gérard Collomb, la tentation d'autres villes pour d'autres ministres. Non, on est ministre, on se consacre totalement à sa tâche. D'accord. Alors, après Thierry Mariani, Jean-Paul Garot et le jeune Éric Tegner, un nouveau responsable politique de votre parti, le sénateur Sébastien Meurant, prône à son tour la nécessité d'un dialogue avec le Rassemblement national. Est-ce que pour vous, c'est un argument qui est audible? Est-ce qu'on est en train d'assister finalement à la fin du tabou mitterrandien qui voulait qu'il y ait une muraille de Chine entre la droite républicaine et l'extrême droite? Absolument pas. Il ne s'agit pas d'un tabou mitterrandien. Il s'agit de convictions profondes qui sont celles de la droite républicaine et démocratique et de gouvernement qui ne peut absolument pas envisager
le moindre pont, la moindre passerelle même avec l'extrême droite. Nous sommes antinomiques de l'extrême droite sur tous les sujets, sur tous les fronts. Donc il ne peut pas y avoir de débat et de dialogue avec l'extrême droite. Pas de dialogue, parce qu'il ne s'agit pas de faire des alliances. On parle de parler, d'échanger des... Ma conviction profonde est qu'il ne peut pas y avoir le moindre échange, le moindre dialogue, le moindre débat avec l'extrême droite, qui d'ailleurs est notre principal adversaire. Quel est l'objectif de Mme Le Pen et de toute sa famille finalement ? Globalisons, c'est de détruire les Républicains, de détruire la droite républicaine, la droite de gouvernement. Donc fermer le banc. Totalement. D'accord, très bien. Sauf que ça révèle quand même des divisions au sein de votre camp. À 8 mois des élections européennes, votre parti paraît particulièrement divisé sur la question européenne. Ça s'est vu lors du vote des sanctions au Parlement européen contre le Premier ministre hongrois Viktor Orban. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce qui finalement vous tient encore ensemble chez les Républicains? Mais vous savez, avant les Républicains, il y avait l'UMP, qui était le rassemblement des libéraux, des centristes, des gaullistes, dont je suis d'ailleurs, etc. Donc les Républicains sont l'héritier de l'UMP. Donc il y a toujours eu des sensibilités très différentes, très fortes, qui s'exprimaient d'ailleurs fortement dans les partis de droite républicaine. C'est le cas aujourd'hui. Mais ce qui est nécessaire de faire pour les européennes, c'est sans doute d'abord de forger un projet d'une Europe différente, bien sûr, puisque l'Europe ne fonctionne pas. Mais je crois que la majorité des Français ne sont ni europhobes, ni eurobéats. Il faut une Europe qui fonctionne, qui soit protectrice de leurs intérêts et des intérêts du pays. Donc c'est ce rassemblement qu'il faut réussir à incarner, le rassemblement de toutes les sensibilités de la droite républicaine sur l'Europe. Il y a des différences de sensibilité. Et puis il y a un côté un peu auberge espagnole. Je veux dire, entre quelqu'un comme Lamassoure et Wauquiez, il y a un monde sur la vision européenne. Sur la vision économique, Bruno Retailleau et celle défendue aujourd'hui par Guillaume Pelletier, c'est pareil. Enfin, je veux dire, c'est des visions presque antinomiques. Non, je ne crois pas. Je crois qu'il y a évidemment des différences d'approche, mais que tous les noms que vous avez cités sont en accord sur des thématiques fondamentales. Il faut une politique qui maîtrise davantage les flux migratoires, une politique de sécurité aux portes de l'Europe, une politique qui protège nos intérêts économiques et nos entreprises et qui leur permette d'affronter la concurrence internationale. Tout ça, ce sont des fondamentaux que partagent tous ceux que vous avez cités. D'accord. Alors, il y a quelque chose, je crois, qui vous tient à cœur. Dans moins de 15 jours, il va y avoir des élections internes au parti Les Républicains. Et à l'approche de ce scrutin, il y a eu un décompte des adhérents que le Figaro a en partie pu consulter. Et comme nous l'avons écrit dans nos colonnes, au niveau national, il n'y a que 2700 à jour de cotisation de moins de 30 ans. Sur votre fédération, la fédération parisienne, les moins de 30 ans ne représentent que 6%. Comment vous l'expliquez ? C'est quand même assez dingue. Je crois que nous avons traversé une période extrêmement difficile qui était celle des élections présidentielles et législatives. Nous n'avons pas réussi à intéresser la jeunesse, c'est vrai. Aujourd'hui, nous sommes en période de reconstruction. Il faut du renouveau, il faut des visages nouveaux, il faut aussi un peu de renouvellement aussi à l'occasion de ces élections internes. Écoutez, moi, je ne me représente plus à la tête de la Fédération de Paris, d'abord parce que je veux me consacrer entièrement aux électeurs du 15e et à mon arrondissement, c'est mon seul mandat, mais aussi parce qu'il faut effectivement changer de visage. D'accord, très bien. Et il y a plusieurs candidats sur la Fédération de Paris. Est-ce que l'un de ces candidats a vos préférences qui aurait le bon profil finalement pour prendre en main cette fédération? Moi, je soutiens la candidature de Jean-Jacques Gianesini parce que d'abord, c'est le candidat qui est le plus opérationnel en fonction des fonctions qu'il a occupées à la Fédération et dans le parti. C'est un candidat de rassemblement, il a travaillé avec tout le monde, avec Wauquiez, avec Pécresse, avec Sarkozy. C'est surtout un candidat de l'Est parisien. Et ça, c'est une conviction que je partage avec Claude Goisguen, qui le soutient aussi, parce que nous ne reconquérerons pas Paris sans reconquérir l'Est parisien. C'est très important. Et je crois qu'il faut être immédiatement opérationnel parce que nous entrons tout de suite dans la campagne des municipales. Et notre objectif principal, c'est évidemment de battre Anne Hidalgo, et qu'il nous faut un candidat qui soit de nature à avoir déjà mené des combats difficiles. C'est le cas de Jean-Jacques Gianesini qui a affronté à plusieurs reprises M. Cambadélis. Vous verrez presque, pourquoi pas, porter les couleurs de la droite au futur municipal Non, je ne dis pas ça, je dis qu'il doit organiser. Je dis qu'il a l'habitude des combats difficiles. Être président de fédération en campagne municipale, c'est mener un combat difficile et c'est organiser le parti. Ce n'est pas le candidat chapeau à plumes. Bien sûr, mais sauf qu'il n'y a pas de candidat évident d'ailleurs à l'approche de ces
des élections municipales qui arrivent tout de suite après les européennes. On ne sait absolument pas qui portera les couleurs de la droite. Personne. Est-ce que vous voyez un profil qui sort du lot? Alors des noms circulent, hein, Rachida Dati, Pierre-Yves Bournazel, Florence Berthoud, mais finalement personne ne tient la corde. Comment vous voyez cette situation un peu éclatée de la droite parisienne? Déjà, je constate que la mandature d'Anne Hidalgo est un échec. Et que d'ailleurs c'est son premier adjoint qui en parle le mieux, hein, puisqu'il nous rejoint sur une gestion erratique, sur l'inconstance. Ce sont des mots qu'il a employés, qui sont trop violents d'ailleurs, que je n'aurais pas employés. On n'a pas besoin de brutalité en politique, mais il nous rejoint sur tous les thèmes qui sont ceux que nous préconisons. Ce qui a manqué à Anne Hidalgo, je crois, c'est de se préoccuper des aspirations des Parisiens. C'est-à-dire, est-ce que Paris aujourd'hui est plus propre? Non. Est-ce que Paris est mieux géré? Non. Est-ce qu'on y paye moins d'impôts et de taxes? Non. Est-ce que Paris est plus sûr? Non. Est-ce qu'on s'y loge plus facilement, mieux, pour moins cher? Non. Donc c'est un échec sur toute la ligne. Non, mais vous tablez sur l'échec d'Anne Hidalgo pour gagner. Il faut présenter un projet quand même aux Parisiens. Bien sûr, mais justement, ce projet doit être maintenant pratiquement finalisé, puisque nous avons un groupe à l'Hôtel de Ville, très bien présidé d'ailleurs par Florence Berthoud, qui depuis 2014, avec nous tous, prépare ce projet. Par exemple, nous avons une proposition phare, sur laquelle, semble-t-il, nous sommes rejoints par d'autres candidats, c'est la police municipale armée. Mais encore, nous faut-il une police municipale qui ait des compétences fortes. Et là, je renvoie la balle au gouvernement. Et Anne Hidalgo semble s'être aussi convertie à cette idée d'une police municipale armée. Alors, une question stratégique dans la campagne à venir des municipales. Est-ce qu'une candidature à droite aurait plus intérêt à adopter la ligne officielle nationale du parti ou avoir une approche un peu davantage d'ouverture qui pourrait aller d'ailleurs jusqu'à En Marche, selon vous? Moi, je dis deux choses. Je dis premièrement, il faut que nous définissions un projet. C'est ce qui intéresse les Parisiens, plus que les postures et les petites phrases politiques et politiciennes. Hein. C'est un projet qui leur convienne. Si on n'est pas sur cette ligne du projet qui correspond aux aspirations des Parisiens, on n'y arrivera pas. Alors ensuite, bien sûr, il faut savoir avec quelle force politique constitue tout ça. Mais c'est peut-être secondaire par rapport à l'approche que nous avons, aux propositions que nous faisons aux Parisiens. Mais je pense qu'effectivement, il y a un moment où il faudra rassembler largement contre la politique d'Anne Hidalgo pour gagner Paris. Alors, dernière question, justement, pour rassembler largement. Est-ce que vous pensez qu'Édouard Philippe ce serait un bon candidat pour la mairie de Paris? Édouard Philippe n'est pas de ma formation politique. Moi, je soutiendrai. Ça n'empêche pas d'être un bon candidat. En tout cas, il me semble avoir dit à la télévision il y a quelques jours que s'il préférait, il était plus tenté par Le Havre que par Paris. Ouais. Écoutez, merci beaucoup pour vos réponses, Philippe Goujon. C'est l'heure maintenant d'entendre et d'écouter vos questions qui seront posées par Valentin Pilate, qu'on accueille tout de suite. Bonjour Valentin. Bonjour Charles, bonjour Philippe Goujon. Bonjour. Alors, on va revenir un peu sur cette photo d'Emmanuel Macron qui a fait beaucoup parler ce dimanche à Saint-Martin. Un commentaire de Chantal sur Twitter. De toute façon, quel que soit le président, Emmanuel Macron ou le prochain élu en 2022, je lui souhaite bon courage car Chantal nous dit qu'elle n'est pas sûre qu'il parviendra à éviter les photos gênantes à l'ère du smartphone et des réseaux sociaux. Je rajouterai juste le commentaire d'un autre internaute sur le Figaro.fr. Il souhaiterait que les politiques arrêtent de faire des selfies en permanence. Cela devient ridicule et en plus, c'est sans aucun contrôle. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous partagez l'avis de ces internautes? Oui, je partage complètement l'avis de ces internautes parce qu'il ne faut pas que le président de la République, qui représente la France quand même, se mette dans une posture telle que ceci peut déboucher sur les photos qui ont été prises aux Antilles. C'est quand même... Ce n'est pas le rôle du président. Voilà, ce n'est pas le rôle du président. Bien sûr, le président doit être populaire, doit être proche des habitants, mais sans pour autant tomber dans cet excès que je qualifierais de vulgarité d'une certaine façon. On a des présidents qui se sont comportés différemment, enfin, même si nous ne les avons pas connus les uns les autres, mais les présidents Pompidou, De Gaulle n'avaient pas ce genre de posture. Évidemment, à l'époque, les selfies n'existaient pas, certes. Mais Pompidou à l'ère de Twitter. Bon. Oui, mais je veux dire, on peut rester digne dans l'exercice de ses fonctions. Et là, je crois qu'il y a des manquements qui, d'ailleurs, c'est ça le plus grave. Enfin, c'est déjà l'incident lui-même est grave, mais ça occulte le message principal. Lorsqu'on présente un projet, une réforme, et que ça buzz uniquement sur un détail, eh bien, je crois que le président passe à côté de ce qu'il souhaitait émettre comme message.
Une autre question, on change radicalement de sujet, on va passer sur l'Europe. C'est une question d'Alexandre qui nous regarde sur Facebook. Est-ce qu'une Europe renouvelée doit-elle être une Europe souveraine qui respecte pleinement les nations et non une Europe fédérale qu'ambitionne Emmanuel Macron? Quel type d'Europe ambitionnez-vous, vous Philippe Goujon, et avec les LR? Aujourd'hui, on ne se situe pas non plus dans cette dichotomie entre l'Europe des nations et l'Europe fédérale. C'est fini tout ça. On est dans une modernité qui nous amène surtout à voir quelle force peut constituer l'Europe pour affronter les géants internationaux et qui peut à la fois protéger nos concitoyens dans tous les pays de l'Europe et en même temps développer des politiques qui permettent les rayonnements de l'Europe et la progression de son commerce et de ses entreprises. Donc je pense qu'on est à côté du débat. C'est là aussi un piège dans lequel on veut nous enfermer, en gros entre les souverainistes et les fédéralistes. Parce que pourtant il est posé en tant que tel par Emmanuel Macron. Bien sûr, mais ça je peux comprendre que sa tactique soit d'opposer deux camps extrêmes de façon à ramener évidemment tous les modérés de son côté. Mais nous sommes, je pense, la voie médiane qui consiste à ne pas être eurobéate, un peu comme la majorité actuelle, ni europhobe, comme le sont les extrêmes. C'est dans cette voie raisonnable, je pense, qui est celle que préfèrent les Français, dans lesquelles nous devons nous engager. Toujours Alexandre sur Facebook, êtes-vous favorable au financement de la politique d'immigration et d'intégration par les ressortissants étrangers plutôt que par le contribuable français ? Moi, je crois qu'il faut revoir complètement déjà notre politique migratoire, qui est beaucoup trop ouverte. Il faut que notre pays, comme la plupart des nations d'ailleurs dans le monde entier, puisse décider de qui est admis sur le territoire ou pas. Et aujourd'hui, on en est très loin, surtout dans une période particulièrement agitée et où beaucoup de flux migratoires aboutissent en France. Donc il faut d'abord, la première des priorités, c'est de protéger nos frontières. Par exemple, l'adaptation du droit du sol à Mayotte, vous êtes favorable? Absolument. Un commentaire de Marie-Françoise, je ne trouve même plus les mots pour exprimer mon indignation. Marine Le Pen se conduit mieux que le président de la honte de la France. Elle revient sur la photo. Vous êtes d'accord avec le commentaire de Marie-Françoise? Est-ce que Marine Le Pen incarnerait mieux la fonction présidentielle qu'Emmanuel Macron? Non, pas du tout. C'est ce qu'elle sous-entend. Oui, d'accord, bon, c'est très bien, c'est son point de vue, ce n'est pas le mien, bien au contraire. Ce serait une catastrophe pour notre pays si Marine Le Pen était élue président de la République. Ça, c'est ma conviction profonde. Alors évidemment, ce n'est pas pour autant que j'approuve ce qui a été fait par le président Macron aux Antilles. Il faut maintenant qu'il se ressaisisse. Je pense qu'il a fait des erreurs de communication. C'est de la mauvaise communication. D'abord par trop d'arrogance, maintenant par trop de facilité. Donc aujourd'hui, il faut qu'il remonte peut-être sur des marches un peu plus élevées. Et on terminera sur ce sujet, le pass Navigo. Ce matin, certains Parisiens ont essayé de le recharger, il y avait quelques soucis techniques, ça ne fonctionnait pas. Et hier, on apprend au micro de France 3 que Valérie Pécresse pourrait éventuellement réaugmenter le prix du pass Navigo en 2019. Et donc du coup, beaucoup de réactions, notamment celui de Xavier, je vous le cite. Franchement, on le paie si cher, ce pass Navigo, pour un service qui n'est au final même pas à la hauteur et on est obligé de frauder pour se rendre au travail, c'est exaspérant. Non, d'abord, il ne faut pas frauder. Il y a des mesures très sévères pour les fraudeurs. Mais vous voyez, tout ceci résulte d'un rapport qui a été remis à Valérie Pécresse il y a quelques jours sur la gratuité. On ne peut pas rendre les transports publics gratuits. D'abord parce que 8 lignes de métro parisiennes sont saturées déjà. Donc on ajoutera de la saturation à la saturation. Ça n'a aucun sens. Et parce que justement, comme le dit votre auditeur, il faut davantage investir. Il faut aujourd'hui investir. Le Grand Paris Express doit être construit pour alléger justement le trafic sur les lignes centrales. Et puis la gratuité amènerait pour chaque ménage parisien ou francilien à payer 500 € de taxes supplémentaires. Mais il faut investir pour améliorer les transports publics parisiens et il faut sans doute malheureusement augmenter le pass Navigo parce que les investissements n'ont pas été faits sous les mandatures précédentes. Ça augmentera en 2019 du coup le prix du pass Navigo? C'est pas moi de le confirmer puisque ça peut-être que vous avez des informations. Non, je n'ai pas d'informations particulières. Mais évidemment, à partir du moment où il y a plusieurs milliards d'euros à investir, il faudra bien qu'il y ait des recettes supplémentaires. Très bien, merci beaucoup. Très bien, et écoutez, c'est la fin de ce talk Le Figaro. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup Valentin et merci beaucoup à vous Philippe Goujon pour vos réponses. Merci à vous.